Beaucoup Luc pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être ici pour vous présenter les formes de lupus érythémateux systémique chez l'enfant. On a beaucoup à échanger entre nous, entre les pédiatres et les internistes. Beaucoup de pédiatres, comme moi, ont choisi la pédiatrie parce que dans une certaine mesure, c'est la médecine interne de l'enfant. Et vous êtes les experts des maladies rares, des maladies inflammatoires. Et donc, les rhumatopédiatres qui voient ces maladies ont beaucoup à échanger avec vous. D'autant que finalement, ces enfants qui grandissent, ensuite, c'est vous qui allez les suivre. Et si on réfléchit, c'est vous qui allez même les suivre plus longtemps que nous. C'est ce qu'on espère à nos patients. Donc c'est important de connaître les particularités pédiatriques qui effectivement sont distinctes des formes que vous connaissez bien. Alors, le lupus de l'enfant, dans les différents textbooks, dans les livres, on dit que c'est 10 à 20% des formes de l'adulte, en pourcentage sur la prévalence. Et finalement, il y a eu une étude sur le registre de l'assurance maladie qui révèle qu'en fait, ces formes sont encore plus rares que ce qu'on imaginait. Les formes proprement parlées pédiatriques, eh bien 0 à 5 ans, la prévalence est 0,06%, 0,10 ans, 0,2, 0,73. On est vraiment à des niveaux de pourcentage de patients lupiques qui ont moins de 18 ans qui sont extrêmement faibles. Donc c'est vraiment une maladie rare. Le lupus, c'est une maladie rare. Le lupus pédiatrique est une maladie extrêmement rare. Elle est extrêmement rare et je vais vous exposer ses particularités cliniques, et puis ensuite discuter un petit peu de forme génétique, qui est l'élément particulier des formes pédiatriques. Donc elles sont rares, ça on est d'accord. Le lupus pédiatrique, c'est aussi sévère, et c'est plus sévère que les formes de l'adulte. C'est plus agressif. D'autant plus que ça commence tôt, ce sera plus agressif. Et puis à mesure qu'on se rapproche d'ailleurs d'un début du lupus tôt dans la vie, plus le sexe ratio est équilibré, plus le rapport entre garçons et filles est équivalent à 1, si bien qu'on imagine que les facteurs responsables du développement du lupus chez les très jeunes, eh bien, il y a surtout la génétique finalement et très peu l'environnement, les facteurs hormonaux. Alors la sévérité du lupus, les signes finalement, les signes vous les connaissez, on a les mêmes critères diagnostiques ACR, les manifestations cutanées, articulaires, rénales, systémiques, elles sont communes avec les formes de l'adulte. Mais c'est plus sévère, et les raisons pour lesquelles c'est plus sévère, c'est que ce lupus systémique, il a une atteinte rénale qui est plus importante que dans les formes de l'adulte. Dans la cohorte française, on avait repris avec Brigitte Badermenier 150 patients, 40 avaient une atteinte rénale, et on se rend compte, maintenant qu'on les suit, ces patients, en fait, il y a près à 10 ans de suivi des enfants qui ont un lupus, près de 90% ont fait une atteinte rénale. Énorme, c'est vraiment très très élevé. Et puis l'autre aspect de l'atteinte systémique sévère, ce sont les atteintes neurologiques. Et donc ces patients avec lupus font aussi des neurolupus beaucoup plus fréquemment que l'équivalent des patients adultes. Alors la mortalité, on avait aussi repris les cas de mortalité du lupus à l'âge pédiatrique. Ils sont décédés enfants de leur maladie lupus. Et donc on a des décès élevés par cause de pancréatite. C'est une des causes, finalement, c'est la plus fréquente sur notre cohorte de 12 malades qui sont morts à l'âge pédiatrique. Donc c'est 12 sur à peu près 150, donc c'est quand même aussi un taux de mortalité qui est assez élevé. Et puis c'est une mortalité précoce, une mortalité à l'âge pédiatrique. Ensuite, c'est les autres causes que vous connaissez aussi, d'embolie pulmonaire, infarctus, et les causes infectieuses chez les patients qui sont très immunodéprimés. Et on a souvent besoin, nous, de traitements agressifs qui vont les immunodéprimer de manière importante, qui sont nécessaires pour contrôler leur maladie. Et encore quelques mots sur le traitement. En fait, est-ce qu'il est très singulier, le traitement? Est-ce qu'il est différent de celui que vous conduisez? En fait, on s'inspire énormément des protocoles de l'adulte. Notre stratégie, c'est d'avoir un traitement agressif. C'est des formes sévères, donc c'est des formes essentiellement rénales pour la plupart, donc c'est les mêmes protocoles que chez l'adulte, c'est le protocole NIH, c'est Aspreva pour le MMF, et puis Eurolupus pour les formes diminuées de cyclophosphamide. On essaye, dans la mesure du possible, d'épargner le cyclophosphamide pour ces patients, pour le risque de gonadotoxicité, donc on comprend bien. Et on utilise volontiers le MMF dans les traitements d'attaque de nos atteintes de néphropathie lupique de l'enfant, en association aux corticoïdes, plus volontiers en bolus que sous forme de corticoïdes péros, le plaquenil comme pour tous les enfants. Et puis, on a aussi, et je dirais encore plus que pour l'adulte, l'objectif d'avoir des traitements ou de trouver des combinaisons qui épargnent la corticothérapie. Donc, il y a des essais actuellement de traitements qui combinent MMF et rituximab, MMF et tacrolimus,
avec une décroissance de corticoïdes qui est beaucoup plus rapide, dont l'intérêt essentiel, c'est pour les enfants de restaurer une croissance satisfaisante, d'être moins ostéopéniant, moins toxique sur l'os. Ces enfants que l'on traite de manière agressive, ils vont grandir, on vous les confiera, on leur souhaite ensuite de vivre le plus longtemps possible, et donc c'est dans cette perspective qu'on essaye d'avoir des traitements à la fois agressifs, épargnants en cortisone et en cyclophosphamide. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. C'est devant des formes très sévères, des neurolupus, des atteintes digestives très graves. On continue à traiter ces enfants avec des mesures classiques que vous connaissez bien. Alors, sur le devenir de ces enfants, ça aussi c'est un grand enjeu qu'on partage, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Ces lupus de l'enfant, ils ne sont pas tout à fait pareils que les lupus que vous suivez. Et c'est très important quand vous allez voir vos patients lupiques de savoir à quel âge ça a commencé. Plus ça commence tôt, je dirais plus la maladie est agressive, plus il faudra les surveiller de près. Et on considère, il y a des gens qui ont évalué le damage de la maladie chez l'enfant, ils l'ont comparé à l'adulte. Eh bien, le taux de damage, il est 2 fois plus important chez l'enfant que chez l'adulte. On a un niveau d'agressivité de la maladie qui est vraiment supérieur. On a ces problèmes d'athérosclérose que vous connaissez aussi, d'ostéoporose, de fractures, d'autant plus qu'ils ont eu une corticothérapie au moment du pic de masse osseuse. Et puis, donc, le retard pubertaire, le retard de croissance, tout ça, c'est assez lié à la corticothérapie. Les pédiatres, on nous reproche d'être des grands prescripteurs de corticoïdes, mais c'est souvent nécessaire parce que la maladie est très inflammatoire, très sévère et nécessite un contrôle rapide la plupart du temps. Et puis une autre dimension qui a été discutée en introduction, c'est celle de la transition. Et là aussi, on a beaucoup de travaux à avoir en commun, à réfléchir comment cet enfant qui est enfant malade, qui va grandir en se disant je vais vieillir aussi malade, on se construit dans la maladie, c'est très différent. On a besoin d'accompagner ces ados au moment où on vous les transmet pour le suivi. La dimension psychologique de cette maladie chronique, qui est assez redoutable, le lupus c'est très sévère, avec des poussées qui peuvent survenir de manière impromptue, et c'est très important de pouvoir vous passer ces patients à travers des consultations jointes, réfléchir à comment on peut améliorer cette transition. Et il y a beaucoup de travaux communs qu'on essaie de conduire, nous, sur Lyon, avec l'équipe d'internistes adultes, et puis ensuite c'est vous qui allez les suivre finalement, et j'espère le plus longtemps possible, et plus longtemps que les pédiatres. Alors à côté de ces éléments qui vous brossent un peu le panorama des particularités générales du lupus de l'enfant, je vais vous présenter des formes cette fois-ci un peu particulières de lupus que l'on voit, et on se pose toujours la question, nous les pédiatres, quand on a un lupus qui commence à 3-4 ans, on se dit quand même, effectivement les facteurs hormonaux ça ne doit pas jouer un rôle très important, mais par contre la génétique peut-être. Le lupus, en fait, si vous regardez, parmi vos patients, 10 à 12% de vos patients avec un lupus ont un apparenté de premier degré qui a aussi un lupus. C'est pas si rare. Le taux de concordance entre jumeaux, c'est assez élevé. Et puis, il y a un rapport que les généticiens aiment bien, moi je ne le connaissais pas avant, c'est le rapport lambda-S qui permet d'évaluer l'impact génétique qui existe dans le développement d'une maladie. Ça correspond à la fréquence de la maladie dans la fratrie, rapportée sur la fréquence de la maladie dans la population générale. Plus c'est élevé, plus l'impact génétique est important, on considère, dans le développement de la maladie. Et si on regarde toutes les maladies auto-immunes, parmi lesquelles la polyarthrite rhumatoïde, le pso, l'hypothyroïdie d'Hashimoto, etc., celle pour laquelle ce rapport est le plus élevé, c'est le lupus. Probablement le lupus, c'est la maladie auto-immune pour laquelle la génétique joue le rôle le plus important. Et alors le lupus pédiatrique, forme très rare, probablement la génétique joue un rôle majeur. Et je vais vous dérouler quelques causes génétiques de lupus, dont certaines, je suis convaincu, vous connaissez. Donc il y a 3 grands groupes de lupus qu'on dit lupus monogénique. Il y a les déficits en complément. Il y a vraiment un nouveau champ des lupus qui est totalement passionnant en termes de physiopathologie et de compréhension de la maladie, qu'on appelle les interféronopathies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Et puis il y a d'autres maladies associées à un déficit d'apoptose qui vont conduire à un lupus. Et quand on a un lupus de l'enfant, on pense toujours à ces 3 grandes familles de causes génétiques et on se pose la question, est-ce que ce patient peut rentrer dans le cadre de l'un ou l'autre? Alors les déficits en complément, en fait celui-ci, c'est pas un scoop, c'est pas très nouveau. Vous savez que le déficit en complément, ça va prédisposer au lupus. Ça c'est la cascade du complément avec la voie classique, la voie d'électine, la voie alterne. C'est un peu comme la cascade de la coagulation, on a besoin de l'avoir sous les yeux pour se souvenir comment c'est. Et donc ça aboutit à la C3 convertase, puis ensuite au complexe d'attaque membranaire. Donc c'est l'ensemble de la voie classique et la voie d'électine, mais jusqu'à la voie terminale, pour laquelle un déficit va prédisposer à des infections et aussi au développement du lupus, dans 2 degrés différents en fonction du type de
de sous-unité qui est déficitaire. On considère que, globalement, tous lupus confondus, les lupus de l'adulte, de l'enfant, 1% sont liés à un déficit en complément. Donc il faut se poser la question quand même régulièrement. La pénétrance est variable. Le déficit en C1Q, c'est presque tout le temps associé à un lupus. C4 un peu moins, C2 beaucoup moins, C3 c'est une pénétrance beaucoup plus faible. Et les complexes d'attaque membranaire, c'est extrêmement rare, c'est le type de déficit. Quand est-ce qu'il faut y penser? Quand le lupus commence tôt dans la vie, et puis quand on a des infections. Alors il y a déjà un surrisque infectieux lié au lupus, à la lymphopénie, à l'activité de la maladie, aux immunosuppresseurs, mais un enfant qui va faire, ou un adulte, jeune adulte qui va faire beaucoup d'infections, probablement il faut se poser la question du déficit en complément, en particulier s'il ne régularise d'ailleurs jamais son C3 ou C4 en dehors des poussées. Ces déficits en complément, ils sont volontiers avec des atteintes cutanées au premier plan, et ils n'ont pas nécessairement de titre d'auto-anticorps très élevé. Donc ça, c'est un deuxième élément qui peut vous aider. Ensuite, en fonction des fractions, on décrit des formes différentes. Donc la forme la plus sévère, c'est le déficit en C1Q. C'est volontiers des neurolupus d'ailleurs, à début précoce. Tous les gens qui ont un déficit en C1Q, en général, ils ont un lupus. Et c'est des formes assez agressives. Le déficit en C4, c'est un déficit combiné, c'est particulier. Le C4, il y a deux sous-unités, il est sous forme de duplication sur les chromosomes. Donc des fois on en a 4 copies, 3 copies, 2 copies. Mais en fonction du nombre de copies, probablement on a une susceptibilité au lupus, ça c'est assez clair. C'est plus volontiers des lupus familiaux, à début pédiatrique, donc plus précoce. Et puis on a aussi le déficit ensuite en C2, qui est plus tard dans la vie. Tous ne sont pas malades, pénétrance incomplète. Et puis enfin le déficit en C3 avec une pénétrance aussi beaucoup plus faible. Alors ce que ça nous enseigne est de connaître ou de se souvenir que le complément peut prédisposer lorsqu'il est déficitaire au lupus, c'est le rôle du complément. Le complément c'est très utile à plein de choses. Ça sert à solubiliser nos complexes immuns circulants. On fait une infection, on va avoir la prise en charge par le complément qui aide à éliminer ces complexes immuns circulants, à éliminer les corps apoptotiques. Et puis plus récemment, on s'est rendu compte aussi que le C1Q, c'est une fraction qui a un rôle immunorégulateur. Vous savez, le lupus, c'est très lié à l'interféron alpha. Et c'est quoi qui fabrique l'interféron alpha? C'est essentiellement les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et le C1Q, c'est un effet inhibiteur de la production d'interféron alpha par ces cellules dendritiques. Donc il y a un effet vertueux du C1Q également. Et si bien que lorsqu'on n'a pas de complément, eh bien, on va voir des dépôts de complexes immuns circulants dans les tissus, une accumulation des corps apoptotiques qui vont être autant d'ADN circulant qui vont pouvoir stimuler le système immunitaire. Et puis on a un défaut de ce contrôle sur les cellules plasmacytoïdes qui induisent une hyperproduction d'interféron alpha. En fait, dans un sens, ces formes génétiques, ça nous enseigne énormément sur comment on développe un lupus et qu'est-ce qui conduit à l'auto-immunité systémique. Alors, les interféronopathies, donc autre grande famille de lupus qu'on rencontre en pédiatrie, mais des fois le diagnostic est aussi plus tardif, et peut-être vous en poserez aussi des diagnostics d'interféronopathie, c'est encore des maladies génétiques. On les appelle interféronopathie parce qu'elles ont en commun cette hyperproduction d'interféron alpha. Et alors toute cette histoire des interféronopathies, c'est une histoire passionnante, qui a commencé à partir d'une maladie qui ne ressemble pas du tout à un lupus, que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle syndrome d'Aicardi-Gouttière. C'est un truc que connaissent les pédiatres, sûrement moins les internistes, parce que c'est une maladie neurologique, essentiellement. C'est des enfants qui naissent avec une microcranie, des calcifications cérébrales, une encéphalopathie sévère, et souvent, ça mime en fait une sorte d'infection materno-fœtale. Des enfants qui naissaient avec ce diagnostic, initialement, on faisait toutes les sérologies de torches pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas eu une infection materno-fœtale pendant la grossesse. Et d'ailleurs, un élément du diagnostic, c'était de regarder la réponse interféron. On faisait une PL, l'interféron était au plafond. On dit, bon, on a éliminé les causes infectieuses, c'est un syndrome d'Aicardi-Gouttière. Certaines formes étaient génétiques. Il y a plusieurs cas dans la famille. Et on a récemment trouvé le gène, ça s'appelle TREX1, et on verra à quoi ça sert. Et ces patients, ils ont intrigué les gens qui s'intéressent à l'auto-immunité parce qu'un tiers d'entre eux faisaient des manifestations auto-immunes systémiques, un peu pseudolupiques, avec des atteintes cutanées, des engelures, et certains même des glomérulonéphrites, des atteintes authentiquement lupiques. Alors il y a des gens qui se sont dit, bon, on a une maladie génétique qui commence très tôt, surtout un tableau neuro, mais des choses qui nous rappellent le lupus. Il y a aussi une forme de lupus engelure. Est-ce que certains lupus engelure peuvent avoir une mutation dans TREX1, même s'ils sont bien au niveau neuro? La réponse est oui. Certains lupus engelure sont génétiques par mutation de TREX1. Puis d'autres se sont dit, moi j'ai de l'ADN de tous mes patients lupiques, je vais jeter un coup d'œil, c'est un nouveau gène qui vient de sortir. Et selon les cohortes, il y a des patients entre 0,5 et 2%
des cohortes de lupus adultes sans atteinte neuro particulière qui ont une mutation dans TREX1, ce qui en fait la première cause génétique de lupus avant celle des déficits en complément. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de TREX1, mais finalement c'est une des causes génétiques les plus communes de lupus. Alors, les interféronopathies, elles ont comme éléments qui peuvent vous aider cette atteinte neuro, au premier plan dès qu'ils sont petits, mais pas toujours. Le retard mental, des calcifications cérébrales. Si on fait un scanner, on ne le voit que sur le scanner, pas sur l'IRM. On voit des calcifications cérébrales. On peut avoir des engelures aussi au niveau des extrémités. Et puis, depuis, il y a une ribambelle d'autres gènes. C'est pour ça qu'on les appelle les interféronopathies. Finalement, peu importe de connaître toute cette liste. C'est d'identifier devant des symptômes, calcifications, anomalies neurologiques, paraparésie, des choses comme ça, évoquer que ça puisse être ce champ de maladie d'interféronopathie. Plusieurs gènes sont décrits. Le dernier, qui date de à peine un mois, c'est Sting, avec des atteintes pulmonaires au premier plan très sévères. Mais finalement, il y a tout un panorama différent d'auto-immunité systémique, avec des anticorps antinucléaires, des anti-DNA. Et il faut savoir les évoquer devant ces éléments cliniques. Le rôle de TREX1, pourquoi je vous disais que c'était vraiment passionnant, c'est parce que c'est une enzyme intracytoplasmique qui joue un rôle dans le métabolisme des acides nucléiques. Alors les acides nucléiques, moi je croyais que c'était que dans le noyau. En fait non, on en a tous dans le cytoplasme. Mais on n'en a pas beaucoup parce que TREX1, ça nous le coupe en petits morceaux et ça métabolise notre acide nucléique qui est dans le cytoplasme. C'est un système vertueux, on coupe notre acide nucléique qui est dans le cytoplasme, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on ne l'a pas ou qu'elle ne marche pas, ou qu'elle ne fonctionne pas? En fait, les acides nucléiques qui sont dans le cytoplasme ne sont pas dégradés et vont être reconnus. On est plein de récepteurs de l'immunité innée dans notre cytoplasme qui sont là pour senser une réponse, une attaque d'un virus, d'un pathogène, et qui peuvent reconnaître des motifs ADN, ARN, et qui déclenchent une réponse immunitaire, en particulier une réponse interféron. Donc les patients qui sont mutés pour TREX1, eh bien, ils vont avoir une accumulation de leur propre acide nucléique dans le cytoplasme. Le système immunitaire, lui, que ce soit un virus ou que ce soit à l'intérieur qui s'intoxique, qui réagit de la même manière, et produit des caisses d'interféron alpha. Et c'est ce processus qui va conduire ensuite au développement de cette auto-immunité très particulière. Donc il y a grosso modo, en fonction des gènes, on décrit deux grandes familles d'interféronopathie, celles pour lesquelles on a un défaut de dégradation des acides nucléiques cytoplasmiques, qui vont être reconnus par les récepteurs d'immunité innée, production d'interférons, ou alors on a des mutations activatrices de ces propres récepteurs, Sting ou MDA5, ça c'est des récepteurs d'ARN ou d'ADN intracytoplasmiques, pour ceux qui s'intéressent à l'immunité innée, au PRR et tout ça. Ça, ce sont tous les gènes finalement sont candidats, hein. Tous ceux qui sont des senseurs de l'immunité innée peuvent finalement, on peut imaginer, quand ils sont mutés de manière activatrice, induire une production d'interférons excessive. Alors il y a un autre déficit qu'on associe aux interféronopathies, mais qui est un peu différente, qui associe une maladie qui est difficile à prononcer, une spondylo-enchondrodysplasie. C'est une dysplasie osseuse avec des manifestations auto-immunes. La dysplasie osseuse, c'est surtout une petite taille. Si on ne fait pas de radio, on ne s'en rend pas compte après du reste. C'est des enfants petits qui ont un lupus. Et si on fait des radios, donc il y a des anomalies au niveau des cartilages, à ce niveau-là par exemple, donc des enchondroses, au niveau des plateaux vertébraux, on voit qu'il y a des anomalies, on a aussi des calcifications cérébrales, donc ils se rapprochent un petit peu des interféronopathies, on la regroupe dans ce grand champ de maladies. Et je pense qu'il faut vous poser la question des adultes qui ont un lupus, qui sont petits, qui n'ont pas forcément reçu des wagons de corticothérapie ou de corticoïdes, ça peut être des déficits en TRAP, phosphatase acide tartrate résistante, c'est un gène qui s'appelle ACP5, et c'est à la fois exprimé dans l'ostéoclaste et dans la cellule dendritique. C'est la seule chose qu'on comprend à peu près sur les manifestations. On imagine que ça associe le phénotype osseux et immunologique parce que les cellules qui l'expriment sont dans l'os ou au niveau du système immunitaire, mais l'hyperproduction d'interféron alpha n'est pas bien comprise. Ensuite, la dernière grande famille de lupus génétique, c'est les déficits de l'apoptose. Alors ça, vous avez sûrement entendu parler des syndromes ALPS, les mutations en face ligand, ça donne une auto-immunité, mais sur les globules rouges, sur les lignées sanguines, et une grosse lymphoprolifération, hépatosplénomégalie, adénopathie. On peut les démasquer avec la recherche de double négatif dans le sang. Vous avez déjà entendu parler peut-être de ces diagnostics. L'ALPS, c'est un modèle d'étude de l'auto-immunité qui est aussi très intéressant, mais ils ne font jamais de lupus, ils ne font jamais de glomérulonéphrite. La souris, oui, face mutée, elle fait une glomérulonéphrite, ça ressemble à un lupus. D'ailleurs, la plupart des études murines sont faites sur les CD95 mutés, donc les souris LPR, mais par contre, chez l'homme, ça ne fait pas vraiment un phénotype de lupus. Mais récemment, on a mis en évidence un autre déficit de l'apoptose qui, lui, donne bien un lupus. Il s'appelle PKC-delta, la protéine kinase C-delta.
c'est encore un peu du jargon, mais c'est une protéine qu'on a identifiée. Alors, l'histoire familiale, vous voyez l'arbre génétique, c'est super important de faire des arbres, ce que disait Pierre Cartier ce matin, mais ça peut vraiment vous mettre sur la piste d'une maladie génétique. Alors là, on n'était pas besoin d'être un généticien pour imaginer que ça puisse être génétique. 3 lupus chez les enfants, 2 niveaux de consanguinité, bon, début très précoce, glomérulonéphrite, lésions cutanées, vascularité cérébrale, et puis chez une lymphoprolifération initiale, mais qui n'a pas posé trop de problèmes, évolution favorable sous corticoïdes. Et donc on a fait de l'exome sequencing ciblé. En fait, on a recherché l'ensemble des gènes codants. Maintenant, le pouvoir génétique nous permet de faire sur une seule famille des recherches génétiques très puissantes pour essayer d'identifier des mutations ponctuelles. Et on est tombé sur une mutation sur ce gène-là, PRKCD, qui code pour cette protéine kinase C-delta, dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de venir ici, mais qui est une protéine qui est très utile pour la tolérance. Elle est exprimée, alors on a vu, ça c'est des scores qui décrivent que c'était bien pathogénique, l'acide aminé qui était modifié, il est très conservé jusqu'à, je pense que c'était la levure, donc c'est assez solide, on imagine que ça va être pathogénique. Donc cette protéine, à quoi elle sert? Elle est impliquée dans l'apoptose. Elle est pro-apoptotique. Et elle n'est pas exprimée n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça, c'est un peu un schéma de l'ontogénèse des lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils sont faits dans la moelle. Ensuite, ces lymphocytes B immatures, pour la majorité d'entre eux, ils sont autoréactifs. Et on a des processus qu'on comprend moins pour les T que pour les B que pour les T. Mais il y a quand même un système de sélection de nos B autoréactifs qui sont à mesure éliminés par délétion clonale, par réarrangement des VDJ, etc. Et donc, on a déjà dans la moelle un bon écrémage de nos lymphocytes B autoréactifs. Ensuite, ils passent dans le sang. On appelle ça les B transitionnels. Et ces B transitionnels, eh bien, ils expriment, c'est la cellule qui exprime le plus de PKC delta, très fortement. PKC delta, molécule pro-apoptotique. Et ils vont, lorsqu'ils reconnaissent de manière spécifique avec leur récepteur B, BCR, l'auto-antigène, ils vont connaître une délétion clonale. Donc ces lymphocytes B transitionnels qui sont autoréactifs, qui passent dans la circulation et qui reconnaissent les antigènes du soi, hop, grâce à la protéine kinase C delta qui est exprimée, ils vont être éliminés. Alors si elle n'existe pas, cette protéine pro-apoptotique, tous ces lymphocytes B autoréactifs vont regagner le follicule, le ganglion, et vont pouvoir ensuite conduire au phénotype de lupus. Ces patients, si on fait un immunophénotypage, ils ont une augmentation des B immatures et ils ont un défaut des B mémoire. Ça nous met un peu sur la piste. Donc ils ont une anomalie de cette différenciation lymphocytaire B. Ça se fait, on peut le faire en consulte. Vous demandez un immunophénotypage B. Alors on ne veut pas juste les CD20, CD19 comme ils font toujours, il faut dire les immatures et les mémoires. On veut les CD27 et puis les immatures et les transitionnels. Et ensuite, donc on avait ensuite démontré qu'il y avait une résistance à l'apoptose dans des lignées lymphoblastiques de patients. On a regardé ce qui se passait, donc les histogrammes blancs et les noirs. Noir, c'est quand on ajoute à ces lignées lymphoblastiques en culture du ligand de récepteur B spécifique. Chez des lignées lymphoblastiques normales, ça les fait mourir. Ça induit l'apoptose. Mais chez nos patients, si on leur met des wagons de ligands de BCR, finalement, ça ne leur faisait pas grand-chose. Donc c'était le témoin in vitro de cette résistance à l'apoptose. Donc, depuis, il y a d'autres patients qui ont été décrits. Il y a donc ces 3 enfants, il y en a 2 autres par 2 autres équipes différentes qui ont des phénotypes de DICV, de lymphoprolifération BV. Probablement, on va alimenter encore le phénotype avec de nouvelles descriptions, mais c'est une authentique maladie avec lymphoprolifération et lupus, et un vrai lupus. Donc si vous avez des patients qui font un lupus et qui font une lymphoprolifération associée, c'est rare, mais peut-être que dans certains cas, ce sont des formes génétiques. Et même une des hypothèses dans le développement du lupus, c'est que peut-être, comme pour le cancer, certains patients ont une hétérozygosie. Ils vont bien, jusqu'au jour où ils ont un lymphocyte B qui fait une deuxième mutation, sur PKC delta par exemple. Et ils vont développer une authentique résistance à l'apoptose, persistance de clones autoréactifs et développement d'un lupus. Alors, en conclusion de cette présentation sommaire des lupus à début pédiatrique, donc on commence à les suivre, c'est vous qui les suivez ensuite. Il faut retenir que c'est plus sévère, il faut des traitements agressifs, les pédiatres sont obligés de le faire, ne nous en voulez pas si les patients en ont les conséquences ensuite, c'est pour contrôler leur maladie, on est tenu de le faire. On a beaucoup à travailler sur la transition et réfléchir à comment nos ados malades, on peut vous les transmettre de manière satisfaisante, que ça se fasse correctement, qu'on puisse avoir aussi ces retours, ces échanges qui nous importent. Nous, on veut savoir ce qu'ils deviennent, ça nous aidera à nous améliorer sur nos pratiques. Et puis, vous aussi, pour l'accompagnement du patient, c'est très bien qu'on fasse des consultations jointes. Et puis, pensez à ces formes génétiques.
qui ne sont pas si rares que ça, en tout cas pour les pédiatres que nous sommes. Je vous remercie.